Bonjour Pierre Léco, bienvenue sur NTD et merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir accordé cette interview. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. Oui, Pierre Léco, je suis le créateur et je tiens la chaîne qui s'appelle Décoder l'écho sur YouTube. Je fais des statistiques. Depuis à peu près 5 ans, je pose des petites vidéos. C'était d'abord sur l'économie, la vidéo sur la dette notamment au tout début. Et puis, depuis 2 ans, je fais aussi des statistiques démographiques et je m'intéresse évidemment à la pandémie de Covid-19 et je télécharge les données et je fais des présentations de ce que je trouve sur l'ensemble des données publiques. D'accord, merci. Selon vos analyses, les non-vaccinés ne seraient pas à l'origine de la saturation des hôpitaux. Sur quelle source vous êtes-vous basé pour parvenir à cette conclusion qui va à l'encontre de ce qu'on a pu entendre de la part du gouvernement et des médias? Et en quoi ont-ils tort et vous raison? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de vous faire une petite présentation de mes résultats. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous me dites si c'est bon et s'il est bien, si vous le voyez bien. Oui, tout est bon. Donc, moi, je me base toujours sur les données officielles et publiques des différents instituts, en économie et en démographie de l'INSEE. Et là, pour ce qui est des statistiques du nombre de malades, des hospitalisations, tout ça, ce sont les statistiques du ministère de la Santé qui sont disponibles sur différents portails. Ce que je vais vous proposer de changer de regard sur les chiffres dans cette présentation. Et oui, en effet, non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations, et ni personne d'ailleurs ne sature les réanimations. Donc voici où est-ce que vous pouvez aller chercher les données. Vous tapez sur votre navigateur préféré, peu importe lequel, Géode, qui est le portail des données du ministère de la Santé, sur lequel vous récupérez toutes les données sur la Covid-19 notamment, que ce soit bien les nombres de tests positifs, personnes hospitalisées par type, sexe, âge, pour raison Covid-19 et toutes les statistiques Covid-19 en général. Et donc voici ce qu'on voit actuellement sur ce qui s'appelle les soins critiques. Toute petite première précision à ce stade, quand les médias vous parlent de saturation des réanimations actuellement, et les politiques aussi, tout le temps, ils vous donnent jamais le chiffre des personnes en réanimation, ils vous donnent le chiffre des personnes en soins critiques. Et c'est assez différent. Les réanimations font partie des soins critiques. Les soins critiques, pardon, c'est divisé en 3 services différents. D'abord les services de soins continus, puis les services de soins intensifs, et enfin les réanimations. Et ça, c'est dans l'ordre de la gravité de la situation. Et ce que font les politiques et les médias, c'est qu'ils vous donnent l'ensemble des personnes en soins critiques et ils vous disent ça, c'est réanimation. Non, ça fait partie les réanimations font partie des soins critiques et ils vous donnent le chiffre global. Et donc là, la dernière donnée qui est disponible sur Internet aujourd'hui, qui 10 janvier, 3904 personnes sont actuellement en soins critiques estampillés Covid-19. Bon, et en soins critiques, actuellement en France, depuis plusieurs années, il y a à peu près 20 000 lits de soins critiques répartis sur le territoire. Donc, s'il y a 3 900, pour arrondir, mettons 4 000 personnes déclarées Covid-19 parmi les soins critiques, voilà, ça fait à peu près 20% des lits de soins critiques qui sont occupés par des patients Covid-19. Donc, de toute façon, la Covid-19, on ne peut pas dire qu'elle sature les soins critiques, elle n'est pas majoritaire, elle prend 20% des lits. Et ce sont des lits déclarés Covid-19. Ce n'est pas pour autant que ce sont des gens qui sont arrivés pour ça, ou même qui ont des tests positifs, on va le voir tout de suite. L'autre source du ministère de la Santé, c'est vous allez sur le site des statisticiens du ministère de la Santé qui s'appelle la DREES. DREES. Vous tapez sur Internet, pareil, et puis vous avez leurs analyses, leurs communiqués de presse. Et ils font des tableaux d'analyse de ce qui s'est passé pour expliquer. Et là, dans leur dernière analyse, ils ont analysé les chiffres du 15 novembre au 12 décembre, ils vous disent, en soins critiques, estampillés Covid-19 en France à l'hôpital, il y avait 4835 personnes. Alors, c'est intéressant de regarder aussi à côté, ils font une colonne dont RT-PCR positive. Et là, vous voyez qu'il n'y en a que 3915. Donc, c'est-à-dire que dans une personne où on teste tout le monde tout le temps, et en particulier, on teste un peu tout le monde tous les jours à l'hôpital, ce graphique-là nous dit, ce tableau, nous dit il y a 4800 personnes en soins critiques, mais seulement 3900 avec un test positif.
Donc, comment est-ce qu'on peut affirmer que cette base est propre ou que les hôpitaux déclarent correctement leur cas de Covid-19 si en fait ils déclarent des gens qui n'ont même pas de test positif? Donc ça, c'est un premier point, et ça représente quand même 20% du total, hein. Donc vous avez, selon les bases du ministère de la Santé, à peu près 20% des gens en soins critiques qui sont estampillés Covid-19, mais sans test positif. Donc ça veut dire que soit ils n'ont pas fait de test du tout, ce qui est étonnant, ou bien les bases ne fonctionnent pas, la jointure entre les bases ne fonctionne pas, ou bien voilà, on a une surdéclaration. Passons un petit focus quand même sur les non-vaccinés. D'où est-ce que ça vient, cette histoire que les non-vaccinés satureraient les réanimations, ou plutôt les soins critiques? Et on va voir qu'en fait, non, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont bien trop nombreux. Donc ça, cette espèce de légende, ça vient de cette étude de l'adresse qui explique que il y a 9 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées de 20 ans et plus. Donc là, on a vraiment l'impression, en lisant que le titre, que voilà, il y a vraiment en brut, voilà, 9 en soins critiques, 9 sur 10 personnes, il y en a 9 qui sont non vaccinées qui rentrent, et une qui est seulement qui est vaccinée. Et ce titre est extrêmement trompeur, c'est pas du tout ça qui se passe. Si vous allez juste un petit peu plus loin un peu plus bas dans le communiqué de presse, vous pouvez lire: chez les personnes complètement vaccinées, en revanche, le nombre d'entrées en soins critiques est en augmentation. Il atteint 3 pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Cette population représente 42% des personnes admises en soins critiques et 48% des personnes admises en hospitalisation conventionnelle, alors qu'elles représentent 86% de la population de 20 ans et plus. Donc là, vous avez bien lu, hein, en soins critiques, il y a 42% de personnes vaccinées. Et ça, c'était pour octobre, pour novembre-décembre, et ça fait qu'augmenter depuis. Donc là, on est à peu près à 50-50, hein. Le 9 sur 10, c'est pas du tout ce qui se passe en brut, c'est un ratio qui est calculé à partir de la représentation dans la population des vaccinés et des non-vaccinés. Et c'est comme ça qu'on obtient ce 9 sur 10. Je vous montre comment. Actuellement, la réalité de ce qu'on voit en soins critiques, c'est ça. Il y a 46% de vaccinés et 54% de non-vaccinés, hein, donc c'est quasiment du 50-50. Dans la population générale, il y a à peu près 86% de la population qui est vaccinée, et donc 14% qui est non vaccinée. Et donc, ce que nous dit l'adresse, c'est qu'il y a donc une surreprésentation des non-vaccinés en soins critiques. Parce qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait 86% de vaccinés, et il n'y en a pas 86, il n'y en a que 46. Donc, c'est une surreprésentation. Donc, l'adresse, avec une règle de 3, ce qu'elle fait, c'est qu'elle imagine que s'il y avait 50-50 dans la population générale entre vaccinés et non vaccinés, eh bien, ça ferait qu'en soins critiques, le ratio serait alors de 90-10 en défaveur les non vaccinés, du coup, représenteraient 90%. Mais c'est bien un calcul théorique. Donc ce 9 sur 10, c'est un pur calcul théorique, et la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'il y a à peu près 50-50. Donc le titre est trompeur. Si on revient à ce qu'on a montré au départ, hein, donc là actuellement en soins critiques en France, il y a à peu près 20% des lits où il y a des personnes estampillées Covid dessus, et maintenant on va répartir dans ces lits-là ce qui se passe pour de vrai. Donc, on a vu tout à l'heure que parmi ces 20 personnes, ou 20 lits occupés par des personnes estampillées Covid, il y en a à peu près 20%, il y en a à peu près 4 qui sont des personnes qui sont estampillées Covid-19, mais qui n'ont pas du tout fait de test positif à l'hôpital et en soins critiques. Donc, il n'y a pas de preuve que ces personnes-là, avec un test en tout cas, soient bien atteintes du Covid-19. Grâce au rapport de l'ATIH que j'ai déjà commenté dans 2 vidéos, hein, qui montre d'ailleurs qu'il n'y a pas on en reparlera tout à l'heure, mais qu'il n'y a jamais eu de saturation hospitalière liée à la Covid-19, on sait qu'il y a à peu près aussi 20% des patients Covid-19 qui ont un test positif, mais qui sont venus pour complètement autre chose. Donc voilà, ce que j'appelle les jambes cassées Covid-19, voilà, vous avez une jambe cassée, vous arrivez à l'hôpital, vous avez un test positif, ben vous rentrez dans les statistiques Covid. Et ça, c'est 20% du total aussi, hein, en 2020. Donc la réalité des personnes qui sont vraiment venues pour Covid-19 avec un test positif à Covid-19, ça représente plutôt ça à l'hôpital actuellement. Donc on est plutôt plus proche il y a combien, du 12% que du 20%. Et à l'intérieur, on est à peu près 50-50 entre vaccinés et non vaccinés selon les statistiques du ministère de la Santé.
Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, en soins critiques, en France, des personnes pour Covid-19, ça représente 6% des lits de soins critiques. Donc, autant vous dire que ça ne risque pas de saturer grand-chose. Donc, s'il y a une saturation à cause d'une part de personnes qui représentent 6% des lits, c'est qu'on a vraiment un gros problème hospitalier. Peut-être que le fait d'avoir viré des soignants en énorme nombre parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner au mois de septembre, ça pose des problèmes d'organisation plus tard. Peut-être qu'il y a trop de monde aussi qui ne consulte pas son médecin généraliste, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des problèmes d'effectifs, d'organisation. Peut-être qu'on ne met pas assez de moyens à l'hôpital, ça tout le monde le dit. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas possible que ce soit les non-vaccinés qui soient responsables de cette situation. Et donc voilà, ça c'est vraiment la réalité du chiffre. Et puis, petite statistique que je vous mets en bonus, qui sont ces personnes qui sont à l'hôpital. Donc là, en soins critiques, je vous mets la répartition par âge qu'il a en bleu en soins critiques et les personnes qu'il y a dans la population. Donc en soins critiques, ce sont en écrasante majorité des personnes au-delà de 50 ans, même plutôt des vraiment. Donc c'est-à-dire comme d'habitude, comme toutes les maladies hivernales, avec les infections respiratoires hivernales, c'est le même public et qui même dans des proportions pas forcément aussi fortes que d'habitude est actuellement en soins critiques. Et donc ce sont des parties, alors que l'écrasante majorité de la population qui a moins de 60 ans et donc qui représente quand même une grosse part là qu'on voit en orange de la population, elle n'est pas du tout en soins critiques. Voilà, donc notamment pas les jeunes. Depuis le début, tout le monde dit que les jeunes ne sont pas concernés par des problèmes, statistiquement en tout cas, par des problèmes liés à la Covid-19. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il n'y a rien qu'à changer avec ça. Il n'y a jamais eu de surmortalité chez les jeunes de constater. Il n'y a pas non plus de problème d'hospitalisation constatée là chez les jeunes. Sinon, on ne verrait pas une belle courbe qui monte comme ça. Donc voilà, il ne se passe rien de spécial concernant les jeunes. Et vouloir dire qu'on a un problème de saturation lié à des non-vaccinés, ça n'a pas le moindre sens. D'accord. Alors, si vous voulez, je continue un petit peu sur ce registre pour terminer de faire le tour des statistiques. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a deux rapports qu'il faut lire, qui sont les rapports de l'ATIH sur ce qui s'est passé en 2020 réellement dans l'activité hospitalière, le rapport d'activité hospitalière générale 2020 et le rapport d'activité hospitalière Covid. Les deux sont à lire en parallèle, de façon à bien comprendre ce qu'a compté la Covid en 2019. Je vous fais juste 3 slides dessus, très rapidement. En 2020, sur toute l'année, il y a eu 217 000 patients qui sont entrés à l'hôpital avec Covid-19, en tout cas dont la raison pour l'entrée à l'hôpital, c'était Covid-19, 217 000, sur 11,5 millions de passages. C'est-à-dire que la Covid-19, c'est 2% de l'activité hospitalière de 2020, 2%, donc c'est minime dans l'activité hospitalière. Donc c'est pareil, là il y a vraiment un fantasme, je pense non, c'est pas une énorme part de l'activité hospitalière, la Covid-19, pas du tout en 2020, c'est 2% de l'activité. Et c'est 2% de l'activité alors que on a globalement arrêté énormément de choses et qu'on a supprimé beaucoup de l'activité. Et même au total des pics, on me dit tout aussi, oui, mais 2% d'activité, vous ne vous rendez pas compte des pics qu'il y a eu. On peut regarder les pics d'activité Covid-19, notamment la pandémie d'avril, dans lequel il y avait des focus avec les télés qui étaient à l'hôpital. Et en fait, il y avait la Covid-19, c'était 7% de l'activité sur cette période, alors qu'on avait viré tout le monde. On avait viré tout le monde, ça se voit, puisque ici sur mon graphique en orange, vous avez la part de Covid-19 dans les activités à l'hôpital, et en bleu, vous avez le nombre de séjours sur le mois. Et vous voyez qu'en avril, globalement, on avait viré absolument quasiment tous les patients, et donc il ne restait que de la Covid. Donc quand on dit au maximum 7,5%, en fait, c'est 7,5%, mais sur une activité hospitalière qu'on a divisée par 2, donc c'est-à-dire que les hôpitaux étaient vides en avril, il faut le dire, ils étaient à moitié vides, et c'était 7% d'hôpitaux à moitié vides, c'est-à-dire qu'au maximum, la Covid-19 a représenté 3%, dans le pire mois, c'était 3% d'une activité normale de l'hôpital. Donc il n'y a pas eu non plus, visiblement, de saturation hospitalière sur l'année 2020, il y a eu un effet médiatique extrêmement fort, on n'a pas soigné, on a viré les gens de l'hôpital et donc ils n'ont pas été soignés, et pour une non-saturation qu'il y a eu derrière. Donc là-dessus, il faut vraiment le dire, le choix qui a été fait de vider les hôpitaux, ils n'ont pas du tout été remplis par des Covid, et donc ils sont restés vides.
au moment où il l'a fait. Et donc, ça a été voilà, un choix de non-soin qui est absolument délétère et que les Français vont payer. Et donc là, pour finir, bah, voilà, pour les soins critiques aussi, hein, les soins critiques sur l'année, c'est des parts d'activité qui sont largement en berne, avec moins 6% en total en comptant les Covid sur l'activité. Donc il y a vraiment en soins critiques aussi une sous-utilisation de l'hôpital. Il n'y a pas eu de saturation non plus. On ne peut pas la trouver sur les différents mois. Les seuls lits sur lesquels on a eu une augmentation en 2020 par rapport à 2021, et elle est légère, c'est les réanimations avec 3%. Mais là, il faut lire les rapports vraiment en entier avec la Cour des comptes pour se rendre compte que ce plus 3%, il est dû au fait que les soins continus, ils ont été requalifiés en réanimation. Donc c'est normal qu'il y ait une augmentation des réanimations si en fait les personnes qui sont en fait dans les services de soins continus habituels, ils sont qualifiés en réanimation. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'il y a une saturation non plus, ça veut juste dire que on a changé le comptage et on a compté en 2020 des gens qui n'auraient jamais été comptés là-dedans dans les années précédentes. Et pourquoi les hôpitaux aussi, pourquoi est-ce qu'on a eu autant de déclarations Covid-19? Ça, c'est un dernier paramètre qu'il faut avoir en tête. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours autant? C'est que la facturation n'est pas la même selon la pathologie. C'est depuis la tarification à l'acte, la T2A. Et donc, il est extrêmement intéressant financièrement pour un hôpital de déclarer une personne comme infectieuse, puisque ça augmente la tarification, et donc les hôpitaux le font. Ils font des tests sur les gens et ils ont intérêt à les faire, et dès qu'ils trouvent une bactérie, un staphylocoque, etc., direct, la personne devient infectieuse, et le niveau de facturation de l'hôpital, il décuple, et donc il est beaucoup mieux remboursé, donc il gagne beaucoup plus d'argent. Et donc là, les hôpitaux ont largement intérêt à déclarer les gens qui arrivent comme étant en infection et inflammation respiratoire ici, là, parce que ça, c'est la codification pour la Covid-19. Ici, là, on les voit. Alors que s'ils le déclarent juste en état grippal, du coup, la rémunération est inférieure à de 500 €, quel que soit le niveau. Donc, ils ont de toute façon intérêt à déclarer du Covid plutôt qu'une infection grippale, quoi qu'il arrive. Et de vraiment tester jusqu'à avoir un test positif. Et ils ont même financièrement, pour les mêmes soins, intérêt à plutôt codifier en service de soins critiques plutôt qu'en hospitalisation conventionnelle. Donc, de toute façon, toutes les statistiques qu'on utilise, il faut toujours les regarder sous le prisme de qu'est-ce que la personne qui donne la statistique a intérêt à déclarer. Là, elle a intérêt à déclarer du Covid et elle a intérêt, tant qu'il y a peu, tant qu'il y a de la place et tant que c'est possible et tant que c'est proposé, de la déclarer aussi et de la mettre en service de soins critiques. Donc voilà d'où viennent en partie cette légende du fait que les non-vaccinés finalement saturaient les hôpitaux. On n'utilise pas les bons chiffres, les réels à la place des soins critiques. On donne des ratios au lieu de donner des chiffres bruts. Ce n'est pas des ratios qui saturent les hôpitaux, c'est des vrais gens. Donc il faut donner vrais chiffres des vrais gens. Et donc on voit que ce n'est pas le cas. Et les différentes statistiques là, qui essayent de montrer du fait que ce sont les non-vaccinés, que la Covid-19 c'est énorme, c'est un problème pour l'hôpital et que les non-vaccinés pèsent, c'est en bonne partie dû à la codification, à l'intérêt qu'ont les hôpitaux à codifier les maladies de telle ou telle manière. Et donc c'est pas ça qu'il faut regarder pour savoir s'il se passe quelque chose. Et si on ne fait que regarder ça, on participe à de la propagande et pas de l'information. D'accord. Donc pour l'année 2020, les médias ont annoncé une surmortalité de 9% en France. Mais d'après l'une de vos vidéos, ce chiffre serait en réalité bien moindre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors c'est pareil, je vais vous partager mon écran. On va regarder la surmortalité depuis le début de la pandémie pour savoir si il y a une raison de paniquer. Là, il y a les chiffres 2021 qui vont sortir, ils ne sont pas encore définitifs. Je vais vous faire le focus sur 2020 et pour 2021, ce sera la même chose. Donc en 2020, y a-t-il eu une hécatombe? Donc il y a eu depuis une espèce une admission sur le fait que l'année 2020 a vraiment été exceptionnelle en termes de mortalité, avec ce genre de graphique qui est présenté. Ça, c'est le nombre de décès en France tous les ans, donc depuis 1962. Tout ça, c'est disponible sur le site de l'INSEE. Vous téléchargez les données, elles sont en ligne. Sur mes vidéos, il y a des tutoriels pour aller chercher les données, il y a des liens. Vous pouvez suivre tout ça et refaire ces différents calculs. J'essaye de les expliquer au mieux à chaque fois pour que tout soit reproductible par vos soins si vous vous y mettez. Et donc là, c'est le graphique que les médias montrent avec un nombre de décès en 2020 largement supérieur à 2019, disent-ils, pour expliquer que oui, c'est indéniable qu'il y a eu une pandémie mortelle en 2020 et que c'est une année exceptionnelle. L'INSEE a même titré plus 9% d'augmentation de mortalité du jamais vu, du jamais vu dans l'histoire.
Mais là, avant d'aller plus loin, il faut quand même rappeler quelque chose. Je vais revenir ici. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de décès en Allemagne qu'au Luxembourg chaque année? C'est parce que les Allemands sont beaucoup plus nombreux que les Luxembourgeois. C'est tout. C'est vraiment la principale raison. Quand les Luxembourgeois, c'est quelques centaines de milliers d'habitants. Les Allemands sont 90 millions. C'est normal qu'il y ait plus de décès en Allemagne qu'au Luxembourg. Ça ne veut pas dire qu'il y a des hécatombes en Allemagne. Et deuxième chose, pourquoi est-ce qu'il y a plus de décès dans un EHPAD de 200 personnes que dans une crèche de 200 enfants? Eh bien, c'est parce que le premier facteur de mortalité, c'est l'âge. Voilà. Plus on est vieux et plus on a de probabilité de décès. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est même une exponentielle. Donc, c'est pas que les EHPAD sont des endroits dangereux où on tue tout le monde et que les crèches sont sûres, c'est juste que dans la vie, les êtres humains sont faits de telle manière qu'au bout d'un moment, ils décèdent. Et tous les humains finissent par décéder. Et donc, plus on avance en âge, et voilà, c'est comme ça, et plus la probabilité de décès augmente. Donc, avant de savoir s'il y a vraiment une surmortalité quelque part, il faut regarder s'il y a le même nombre de personnes et si les gens ont à peu près le même âge. Et si ce n'est pas le cas, il faut corriger. Et ce que l'on observe en France, quand même, depuis un certain nombre d'années, c'est de 1, que la population augmente, et de 2, que la population vieillit. Et donc là, je vous mets la pyramide des âges. Je ne sais pas si si tout le monde est familier, brièvement. Une pyramide des âges, chaque bâton représente la part de chaque groupe d'âge dans la population. Donc à gauche, on représente là les hommes. Donc on a la part des hommes selon la tranche d'âge dans la population. Donc là, les plus jeunes en bas, les plus âgés en haut. Et à droite, ce sont les femmes. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans la pyramide des âges de l'an 2000 en France? Eh bien, on voit une grosse bosse de population ici, qui a entre 25 et 55 ans, et qui sont ce que l'on appelle des baby boomers. C'est la génération des personnes qui sont nées juste après la guerre de 39-45, ils sont extrêmement nombreux. Il y a vraiment eu un baby boom, donc une grosse explosion des naissances. Et bien, voilà, en 2000, ces personnes-là, ils avaient entre 25 et 55 ans. Ces nombreuses personnes. Et donc, scoop terrible, c'est que en 2020, ils ont 20 ans de plus. Et donc, ces personnes, ces baby boomers, ils ont entre 45 et 75 ans. Et ça va avoir un énorme impact sur la mortalité, tout ça. Ce qui fait qu'en l'an 2000, il y avait 9,5 millions de Français de 65 ans et plus, donc voilà, la classe des retraités, et il y en a 13,5 millions en 2020. Et donc, le nombre de décès chaque année, donc non seulement la population augmente, mais surtout la population des personnes âgées ne fait qu'augmenter nécessairement, puisqu'on a de plus en plus de personnes âgées. Ici, c'est des baby boomers qui augmentent. Et donc, on aura de plus en plus de décès tant qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées, tout simplement. Et il n'y a que quand cette génération-là sera passée que ça baissera. Et donc, dans une de mes vidéos, j'explique, on peut tout à fait prendre en compte, pour comparer les années entre elles, la taille de la population et l'âge des gens. Ça s'appelle les décès ajustés à la population dans la pyramide des âges. Ça s'appelle en anglais Standardized Age Mortality, tout simplement. Et donc, c'est une définition officielle qui est d'habitude utilisée par Eurostat et par l'OMS. C'est habituellement comme ça que l'on regarde s'il y a une hausse ou une baisse de mortalité. Et bizarrement, plus personne ne la regarde depuis 2020. Donc, j'ai juste pris ce Age Standard Mortality là. Et puis, j'ai fait le calcul. Donc, là, en officiel, la mortalité standardisée que vous trouverez sur l'OMS, sur Eurostat, c'est standardisé 2013. Donc, c'est-à-dire que pour les différents pays, on fait comme si chaque année, il y avait la même population et le même âge qu'en 2013. Donc, c'est juste des ratios, des divisions. Et moi, j'ai pris 2020. Donc, ici, vous avez donc la mortalité standardisée par âge en France par rapport à l'année 2020. Et donc, c'est le nombre de morts qu'il y aurait eu. Par exemple, ici, en 1962, si les gens étaient morts comme en 1962, mais avec la population et les âges de 2020, il y aurait eu 1 500 000 morts au lieu des 650 000 qu'il y a eu. Donc, 1962, ce n'est pas une année d'hécatombe mondiale. C'est juste que, voilà, les gens décédaient plus jeunes, tout simplement. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est que plutôt ça baisse et les gens plutôt décèdent de moins en moins, et qu'il y a quand même des petits sursauts de temps en temps, et que l'année 2020, eh bien, c'est la même mortalité standardisée que l'année 2015. Donc oui, l'année 2020 en France, on est décédé comme en 2015, exactement de la même manière,
Pas plus, pas moins, c'est à peu près la même chose. Alors on est plus décédé qu'en 2019, qui était une année exceptionnelle, certes, mais on est au niveau 2015. 2015, c'est pas le Moyen-Âge. Ça, il faut bien insister là-dessus. Et même 2020, si on regarde, eh bien, finalement, c'est la 6e année la moins mortelle depuis 1962. Et vu l'espérance de vie humaine que l'on constate quand même depuis que l'on commence à la mesurer, 2020, c'est très probablement la 6e année la moins mortelle de toute notre histoire. Donc c'est ça qu'il faut dire aux gens quand même. On a lancé une psychose terrible sur une pandémie, sur une année pour laquelle on a juste autant de morts par âge qu'en 2015. C'est juste ça qui s'est passé. Donc en effet, il faut relativiser tout ça et il ne faut pas dire qu'il y a eu une hécatombe ou que ce soit, on va le voir. Je vous ai dit que des fois, il y avait des petits sursauts. Donc ça, je vous remets les décès bruts. Et puis là, si vous regardez chaque année le nombre de décès en France, il y a des petits sauts. C'est pas complètement lisse, c'est pas complètement linéaire. Donc la mortalité augmente bien depuis 2010 parce que je vous ai montré que la France vieillissait et que c'est à vitesse grand V. Mais des petits sursauts. En 2003, il y a eu une grosse canicule qui, ici, en fait, a terminé toutes les personnes qui étaient nées avant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a eu vraiment un saut de mortalité qui se voit après parce qu'on a eu un vrai creux. Et puis après, voilà, si vous faites attention, à peu près tous les 2, 3, 4 ans, il y a un vrai saut de mortalité. Et la plupart du temps, on l'assimile à une grippe. Donc là, le saut de mortalité en 2015, on dit c'est la grippe de 2015. Parce que les gens meurent plus l'hiver que l'été. 2017, c'est pareil, il y a un petit saut, on dit c'est la grippe de 2017. Il y a eu 2009 avant, 2012, etc. Donc ça, donc il est tout à fait normal. On ne peut pas dire que 2020, ce soit une hécatombe juste sur la base parce qu'il y a un petit saut de mortalité, sachant que c'est normal d'en trouver tous les 3-4 ans. On va même aller un tout petit peu plus loin. Globalement, le saut de 2017, il est assez ridicule. Donc ça fait quasiment 5 ans qu'on n'a pas eu de saut de mortalité en France, alors que d'habitude, c'est plutôt tous les 2-3 ans. Et donc, c'est-à-dire que si on a... C'est le principe de la moisson, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'événements pendant 4 ou 5 ans qui font que les personnes les plus fragiles de la population sont décédées, notamment les plus âgées, bien fatalement, ça veut dire qu'au premier choc, on a vraiment un saut de mortalité qui se voit. Et donc, il est plutôt normal d'avoir un plus fort saut de mortalité quand ça fait 3-4 ans qu'on n'en a pas eu, plutôt que quand ça fait 2 ans. Donc, on ne peut pas non plus dire... donc, non seulement la mortalité n'est pas exceptionnelle, et puis de voir un saut comme ça, si on n'a pas eu de saut dans les années précédentes, c'est encore plus normal. Et donc là, si on regarde la mortalité par âge, ce qu'il faut regarder, c'est la mortalité par âge pour savoir ce qui s'est passé. Donc ici, c'est... une personne qui s'appelle Le Vilain Petit Canard sur son site, qui a repris tous mes calculs, qui les a refaits aussi pour tomber sur le même résultat que moi et qui propose d'autres graphiques. Donc ici, il a regardé la mortalité en France, donc ici c'est tous les jours, pour tous les moins de 70 ans. Et donc là, vous voyez qu'en 2020, on est quasiment incapable de trouver la courbe. Là, on voit un tout petit peu mars-avril ici avec un tout petit pic qui transparaît tout seul. Mais quand on fait le cumul sur l'année, on est absolument incapable de trouver l'année 2020. Et ça, c'est en décès standardisé. Et vous voyez qu'elle est plutôt en bas. Donc, pour les moins de 70 ans, il n'y a que l'année 2019 qui a fait moins. Mais autrement, on est vraiment en mortalité hyper basse pour tous les moins de 70 ans en France sur l'année 2020. Voilà, il y a eu plutôt une sous-mortalité pour tous les âges avant 70 ans. Donc, il faut quand même en avoir conscience, non seulement sur le total, c'est pas grand-chose, mais en plus, tous les âges avant 70 ans, on est moins mort que d'habitude. Donc, ça fait relativiser un petit peu. Et puis après, si on regarde par tranche d'âge, ça, c'est sur les 70-85 ans. Donc, on a des petits sauts de mortalité ici pendant la période de confinement, où on a démarré l'année assez bas, et puis ensuite, on rejoint la courbe la plus haute, qui est celle de 2015. Ici, là, on voit ensuite que ça rediminue. Les gens qui sont décédés en mars-avril 2020, c'était des gens à espérance de vie très faible, puisque ensuite derrière, on voit bien qu'on retombe en mortalité hyper basse. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un vrai creux de mortalité après le mois de mars-avril. C'est donc, c'était des gens dont l'espérance de vie était très faible. Et ensuite, on a une courbe qui remonte à partir du mois d'octobre pour rejoindre l'année 2015. Donc, même sur les 70-85 ans, qui sont ceux qui sont en proportion, parmi ceux qui sont le plus décédés dans l'année 2020, on est au niveau de l'année 2015, tout simplement.
Voilà, l'année 2020, c'est une année exceptionnellement basse pour toutes les tranches d'âge avant 70 ans, et puis c'est l'année 2015 à peu près pour les 70-85 ans, et aussi pour les plus de 85 ans, hein, où on est même au niveau après de l'année 2017 et on est sous 2015. Donc voilà, quel que soit l'âge que l'on prend, les tranches d'âge, finalement, on relativise la situation. Au total, l'année 2020, c'est 2015. Et puis, au niveau des tranches d'âge, c'est très faible pour les jeunes. Et puis, au-dessus de 70 ans, on est au niveau de l'année 2015. Et là, vous allez peut-être me dire, en fait, c'est parce que vous regardez que la France. J'ai fait le travail pour absolument tous les pays européens sur lesquels j'ai les données. Donc, prenez tous les pays européens et vous regardez, c'est quoi l'année la plus mortelle en nombre brut de décès. Ils vont quasiment tous vous dire c'est l'année 2020. Tout simplement parce qu'il y a plus de monde et que les gens sont plus âgés. Voilà, donc tout le monde trouve 2020. Et après, quand vous vous rendez compte, c'est ça, que les pays d'Europe ont quasiment la même pyramide des âges que la France, hein, avec les mêmes baby boomers. Et donc voilà, en 2020, ils étaient là. Et en 2000, ils étaient là. Et en 2020, ils ont vieilli, hein, tout simplement. Et que vous refaites l'exercice de standardisation, pardon, et vous trouvez que pour quasiment tous les pays d'Europe, l'année 2020, c'est une année de mortalité relativement faible ou normale. Vous avez la Norvège, l'Islande, le Danemark, pour lequel l'année 2020, c'est le record de sous-mortalité jamais égalé de toute leur histoire. Et puis, vous avez l'Allemagne, la Suède, la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, pour lesquels l'année 2020, c'est la deuxième année record, juste après 2019, de plus faible mortalité. Ensuite, vous en avez quelques-uns comme la France, où nous, on est vraiment dans la moyenne de la décennie. 2020, c'est 2015. Donc, voilà, on est dans la norme de la décennie. On a les rouges foncés, les oranges foncés, ou quelques pays pour lesquels on est dans la moyenne haute de la décennie en termes de mortalité. Et les pires pays, ceux qui ont vraiment la mortalité la plus forte que vous pourrez trouver sur l'année 2020, c'est juste une mortalité forte pour la décennie. C'est-à-dire qu'ils sont en gros au niveau au début des années 2010, quoi. Mais ça veut dire que dans le pire des cas, hein, les pays qui ont vraiment eu le plus de morts en 2020, ce sont des pays pour lesquels l'année 2020, c'est la 10e année la moins mortelle de toute leur histoire. C'est ça, hein, qui est en train de se passer. Donc, non, quand on regarde les données, vraiment ce qui s'est passé par âge, qu'on standardise un peu les données pour regarder ce qui se passe plutôt que balancer des chiffres bruts, on relativise l'année 2020. Non, il n'y a pas d'hécatombe. Et nulle part en Europe, vous ne me trouverez une hécatombe. Ça n'est pas possible. Donc, voilà ce que l'on peut dire pour la mortalité. Très bien, merci. Et concernant les mesures sanitaires, elles ont été justifiées par le nombre de morts du Covid. Selon vous, les chiffres officiels des morts du Covid sont-ils corrects ? Alors oui, là, il reste les deux questions. La première, c'est ça. Là, je vous ai montré que la mortalité générale, finalement, elle est pas si haute que ça. En effet, à l'intérieur de cette mortalité générale, il y a des morts qui ont été estampillés Covid. Et c'est ce qu'on va aller voir maintenant, puisqu'en effet, il est important. On fait peur à des gens avec des grosses statistiques, avec beaucoup de morts. Mais si la mortalité augmente par énorme ou de manière très faible, ça veut dire que la Covid a peu d'impact. Ça veut dire que les morts estampillés Covid sont des morts qu'on aurait eu d'autres choses les autres années. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en effet, alors là, je vais vous montrer, je vais vous repartager mon écran pour vous montrer la dernière partie qui concerne à savoir qui sont ces décédés Covid et comment est-ce qu'ils ont été comptés. Donc ça, je l'ai déjà dit, il y a quand même mais ça se sait maintenant, hein, il y a des comptages assez larges, il y a beaucoup de pays qui reviennent dessus. Donc là, c'est tiré d'une vidéo qui s'appelle 100 000 morts vraiment, c'est quand on avait dépassé les 100 000 morts estampillés Covid. Et donc voilà, comment savoir si la Covid tue plus que les mesures sanitaires puisque normalement, quand on met une mesure en place, c'est que globalement, on considère qu'il y a un bénéfice-risque qui est positif, quoi. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger les données de l'INSEE. C'est dans mes articles aussi les différents liens qui vous donnent les décès selon le lieu de décès. Et vous regardez donc les décès toutes causes selon le lieu et vous pouvez regarder bien la part des Covid à l'intérieur. Alors, il y a des décès de personnes qui n'ont jamais été estampillées Covid. Et on va commencer par ça. Ce sont les décès à domicile. Donc là, je vous ai mis... donc là, c'est le nombre de décès à domicile tous les jours en France. Donc en France, ils décèdent à domicile à peu près en moyenne 450 personnes tous les jours.
qui est Covid ou pas, hein, c'est notre moyenne française. Et ce qu'on peut voir sur le site de l'INSEE, c'est que les personnes décédées à domicile, donc qui ne sont jamais allées à l'hôpital, qui n'étaient pas en EHPAD non plus, on a eu des vrais bons au moment où ont été décidés les confinements et au moment où on a dit aux gens restez chez vous parce qu'il y a Covid partout. Donc là, on a quand même un vrai problème, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas du tout identifiés Covid. Alors vous trouverez des articles de démographes qui disent bah si, regardez, c'est la preuve que c'est la Covid. Là, on a quand même des sérieux doutes, puisque ici, quand il y a les confinements et qu'on dit aux gens ne venez pas à l'hôpital, il y a des rapports, notamment de Santé publique France, qui expliquent, et dans la TIH aussi, ça y est, on a compté quand même sur l'année qu'il manquait vachement de monde aux urgences cardiaques et aux urgences AVC, et notamment pendant les confinements. Donc, si jamais il y a des personnes qui font habituellement des AVC et des crises cardiaques ne viennent pas à l'hôpital, est-ce que ça veut dire que, petit a, soit grâce à la Covid, il n'y a plus d'AVC ni de crise cardiaque, ou petit b, ces personnes-là ne sont pas venues alors qu'elles auraient dû et qu'elles sont décédées seules et chez elles. Si on compte le nombre de personnes qui manquent à l'appel et qu'on considère que ça fait des morts en plus, j'ai déjà fait le calcul, c'est présenté, ça fait cette bosse-là. Donc là, on a vraiment un problème, et donc la TIH en parle, c'est aussi dans un rapport de la Cour des comptes sur les soins critiques, parce que les Italiens ont commencé à faire l'exercice. Donc il y a vraiment des bosses de mortalité quand on ne s'occupe pas des gens parce qu'on leur dit restez chez vous, il y a Covid, et il y a très peu de chances que ce soit que Covid, mais plutôt un ensemble de pathologies qui d'habitude en tout cas sont soignées à l'hôpital. Donc là, on a quand même un vrai problème sur des personnes mortes en surnombre, mais pas de la Covid, puisque pas comptées comme telles. Maintenant, on peut regarder les personnes qui sont décédées à l'hôpital, toutes causes confondues, et les personnes qui sont décédées à l'hôpital estampillées Covid. Et donc là, vous pouvez voir, si vous remontez un peu dans le temps, que tous les hivers, il y a des maladies et des infections respiratoires, et donc des personnes qui décèdent à l'hôpital. Des personnes qui décèdent à l'hôpital en France, tous les jours, c'est à peu près 900. Donc, quand on vous annonce à la télé, attention, il y a une épidémie grave parce qu'il y a 300 morts à l'hôpital, vous êtes dans la fourchette basse de nombre de morts de toute façon qui sont comptés tous les jours. Donc, vous ne savez pas, en écoutant ce chiffre-là, s'il se passe quelque chose de spécial ou si c'est juste qu'on est en train de vous compter des gens qui, de toute façon, mourraient à l'hôpital. On est dans un pays, la France, où il y a à peu près la moitié des gens qui décèdent à l'hôpital. Donc, 600 000 morts en 2020, ça fait à peu près 300 000 morts à l'hôpital. Donc, il y a à peu près tout le temps la moitié des gens qui y décèdent. Et 2020, c'est d'ailleurs un record des gens où les gens sont le moins décédés à l'hôpital, tout simplement parce qu'on les a moins pris en charge. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle d'avoir moins de gens qui décèdent à l'hôpital, ça veut dire qu'on les laisse chez elles sans soins et qu'elles meurent sans soins. Et donc là, vous pouvez voir ici, donc là, on est ici en janvier, février, mars 2020, et qu'à partir du moment où on se met à déclarer la pandémie de Covid-19, eh bien, il y a un effondrement des décès non Covid à l'hôpital. Ils sont tous déclarés Covid, et donc on a non pas une énorme augmentation des décès liés à la Covid, mais on a une requalification des décès des morts hivernaux habituels en décès Covid. Donc il y a en effet un peu plus de morts que d'habitude, on pourrait revenir pourquoi, notamment des gens qui n'ont pas été soignés correctement par leurs médecins parce que les médecins étaient interdits de prescrire et donc arrivent avec des énormes infections respiratoires et l'hôpital ne peut pas les sauver. Donc ça, il y en a eu. Et sinon, voilà, c'est de la requalification de décès habituels qui sont tous qualifiés en Covid-19, ça se voit très nettement. Donc c'est quand même une énorme part. Et depuis cette période-là, vous voyez ensuite qu'il y a l'été, donc là l'été il n'y a plus de Covid, de toute façon il n'y a plus d'infection respiratoire à l'été. Mais ensuite, on a une réaugmentation avec les nouvelles vagues de l'hiver dernier, et vous voyez qu'il n'y a plus du tout de vagues de mortalité hivernale à l'hôpital, il n'y a que des Covid. Et donc toutes les hausses de mortalité hivernale, des grippes, les pneumopathies, etc., des gens du coup âgés qui arrivent et qui décèdent à l'hôpital, il n'y a plus rien, on est en mortalité standard de base tout le temps, et toute la mortalité hivernale, c'est Covid. Donc c'est évidemment facile d'avoir des gros chiffres Covid si toute la surmortalité hivernale est comptée Covid, et donc c'est pour ça qu'on compte plein de morts Covid à l'hôpital, c'est à cause de ce comptage. Et maintenant on va passer aux EHPAD, pareil, vous avez la même chose
ou sur l'INSEE, hein, il détaille aussi les décès en EHPAD par rapport aux décès classiques. Et donc là, c'est les décès Covid en EHPAD en orange. Et donc là, vous voyez, pareil, qu'à partir du moment, alors c'est encore pire, hein, parce qu'à l'hôpital, il reste quand même pas mal de décès de toutes causes confondues. Et là, dans les EHPAD, à partir du moment où on dit déclarer Covid, clac, on est presque à 100% des gens qui décèdent dans les EHPAD qui sont déclarés décédés de la Covid. Enfin, à ce niveau-là, c'est complètement incroyable de faire les statistiques et de se rendre compte que voilà, visiblement, la seule population où on avait 100% de Covid partout, alors que bon, elle n'est même pas trouvée sur beaucoup de régions françaises, dans les EHPAD, non, tout le monde meurt de la Covid à cette époque-là. Tout le monde, en tout cas, il y a une déclaration qui est quasi totale. Et puis ensuite, on revoit par la suite la même chose que pour l'hôpital, c'est-à-dire que pour l'hiver suivant, voilà, donc on voit plus de hausse de mortalité hivernale qui serait liée à d'autres pathologies. Non, non, voilà, tout le monde Covid dans les EHPAD aussi. Donc, il y a vraiment quelle que soit la statistique que vous regardez, donc non seulement la mortalité totale, elle n'est pas folle, mais le nombre de décès estampillés Covid, c'est une part vraiment énorme sur les décès toutes causes, et c'est bien plus gros que juste la surmortalité qu'on observe. Ce serait juste la surmortalité, on se dirait, ah oui, on a vraiment des morts en plus, et c'est des morts Covid, mais la surmortalité, elle n'est pas énorme, et la part Covid déclarée, elle est bien plus énorme, ce qui veut dire que le comptage Covid, il englobe énormément de gens qui seraient décédés de toute façon, et c'est pas du tout la Covid qui est responsable de leur décès, quoi. Ils ont été catalogués Covid, soit avec un test, soit parce que c'était arrangeant pour l'hôpital, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord, merci. Donc, au cours de votre présentation, on a pu voir que sur des points qui sont majeurs, les données présentées au public concernant la crise de la Covid ont été trompeuses à de multiples reprises. Et elles ont été utilisées par les autorités dans le sens de plus de restrictions et de contrôle. Selon vous, peut-il s'agir de simples erreurs, ou est-il possible qu'il s'agisse d'une manipulation volontaire ? J'ai envie de dire, c'est impossible à savoir. Alors, de bonne foi, de par mes connaissances, je connais des statisticiens qui font ce travail-là et qui n'ont pas été jusqu'au bout de la lecture que j'en fais. Et il est bien plus facile pour un statisticien de rester dans la surface des choses et d'adouber le discours général médiatique, puisque ça lui permet de ne pas se faire taper dessus. Et donc, en tout cas, du point de vue des gens qui commentent ou qui écrivent des articles, c'est très difficile de savoir puisqu'il y a une pression qui est énorme, qui est même sociale. Hein. Quand on dit quelque chose qui diverge par rapport à ce que les gens considèrent être la majorité, on se fait cogner dessus. Et donc, fatalement, soit on se tait, soit on dit la même chose que les autres. Donc là-dessus, les médias ont un rôle hyper important. Hein. Ils utilisent l'expérience de H, l'expérience du conformisme. Hein. H, c'est un prof qui avait fait rentrer dans une salle 12 élèves, 11 complices et puis quelqu'un contestait. Il traçait une très grande barre au tableau, une petite, et il disait à ses 11 complices quelle est la grande barre, et les 11 complices disaient la grande barre c'est la petite. Et ensuite il pose la question au 12e, et dans une écrasante majorité des cas, le 12e dit comme les autres, même si c'est criard que l'autre droite est plus grande. Et après, quand on lui pose la question de pourquoi il s'est trompé, il dit j'avais une vue pas très bonne, ou enfin il trouve une excuse bidon. Ça, c'est la puissance du conformisme et les médias sont là pour ça. Donc, à partir du moment où vous avez des médias qui se sont mis en tête bien avant qu'on ait les premiers morts, dès février, où il y a quasiment, enfin, le temps d'audience, il est énormissime sur la Covid-19 dès le mois de février. J'ai fait un papier là-dessus. Bien donc, de toute façon, le résultat est déjà donné, c'est-à-dire que toutes les données qui vont arriver seront interprétées dans le sens, de donner le maximum, le grand nombre de morts, tout ça. Je connais même des statisticiens qui ont participé, mais pour le bien, c'est-à-dire que ils se disaient ce qui se passe c'est trop grave, il faut dire aux gens de se protéger, et donc je vais orienter ma lecture pour le bien des gens, et donc en disant le chiffre le plus catastrophique possible. Donc donc il y a de la corruption qu'on connaît financière, je te paye pour dire ce que je veux, de la corruption par pouvoir, tu auras une bonne place, ça se fait encore aujourd'hui sur beaucoup de papiers. Et puis là, il y a une espèce de corruption du camp du bien, de gens qui se sont dit j'ai le droit de mentir si c'est pour le bien des autres, et puis je me mets des œillères parce que je pars du postulat que c'est très grave, et que donc tout ce que je dois faire et mon rôle dans cette situation, c'est de participer à cette psychose ambiante.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément, enfin, pas énormément, mais qu'il y a des gens qui se sont énormément enrichis sur le dos de cette situation. Ça, c'est certain. Donc, de toute façon, ces gens-là ont un intérêt à mettre de l'huile sur le feu tant qu'ils peuvent, puisqu'ils ont un intérêt direct et financier. Il se pourrait même que ces gens-là payent des finances des chercheurs, des gens qui passent sur les plateaux télé, même des grands médias. Et donc, en tout cas, même s'il n'y a pas une intention forcément, je constate en tout cas que l'intention n'est pas totale et je vois des gens qui participent, on va dire, pour faire le bien. Il y a aussi d'autres personnes qui y gagnent. De là à savoir jusqu'à quel point certaines personnes ont poussé le bouchon à faire quelque chose, ça, en tout cas, j'ai pas les moyens de le savoir. Très bien. Merci Pierre Léco pour ces explications éclairantes. Je suis Merci sûr, à vous de m'avoir reçu. oui, je vous en prie. Je suis sûr que le public saura apprécier votre travail à sa juste valeur. Et je vous dis peut-être à bientôt. Écoutez, merci beaucoup encore de m'avoir reçu. Merci à tous de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir Pierre Léco. Au revoir.